Alors, s'il y a des questions dans la salle, on a un micro à disposition. Ici. Monsieur Kouekou, on vous connaît comme écrivain, comme peintre. Vous travaillez beaucoup par thème, ce qui est passionnant. Et peut-on savoir quel est le thème que vous préparez actuellement? Je parle d'une façon picturale. Les livres, c'est autre chose. Mais là, c'est votre vie, c'est passionnant, vous êtes plein d'humour, moi je me régale. Mais je ne suis pas le seul du reste. Et par exemple, si on peut partir des queues de cerises et des petits cailloux qui se prennent dans les godasses à Ingres, hein, comme on disait de Lascaux à Picasso, est-ce qu'on peut connaître votre thème où vous travaillez actuellement depuis quelque temps, quoi, depuis que vous avez terminé votre étude sur Ingres? Alors, la première chose, c'est que je ne supporte pas de ne pas être tenu par quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse, qui me préoccupe, etc. Donc, les thèmes s'enchaînent les uns après les autres. Il y a toujours un thème, mais dès qu'apparaît le vide absolu, je pense que c'est la catastrophe, que je ne pourrais pas le supporter longtemps. Donc apparaît un autre thème qui va suivre. Alors, en ce moment, avec le vieillissement, peut-être risque-t-il de se produire la récurrence des thèmes, c'est-à-dire que je risque de me répéter. Mais ce n'est pas encore assuré. Mais j'ai ouvert une série de dessins, après Ingres et Cézanne, une série de petits dessins qui sont des dessins sur des petites toiles, dont les thèmes principaux sont des choses qui sont autour de moi dans la campagne, c'est-à-dire l'herbe. J'ai déjà travaillé ce thème-là, mais je le travaille autrement, parce que c'est du crayon très, très fin sur des toiles très fines. C'est assez singulier. Le chemin qui conduit à l'atelier me passionne toujours, parce que c'est l'écrasement de l'herbe, avec l'herbe qui n'est pas écrasée sur les bords. C'est un sujet inépuisable pour moi, mais ce sont des petites toiles pour le moment. Peut-être ça grandira, mais ça me fascine d'être prisonnier de ces thèmes. Voilà. Ça, c'est mon travail actuel, vraiment. En ce moment, c'est ça. Et ce travail sur Cézanne, vous comptez l'exposer bientôt? Alors, le travail sur Cézanne, il existe, comme je l'avais fait pour Ingres, sur des carnets sur lesquels je prends des notes et j'écris. J'ai même écrit pour Cézanne des pseudo-dialogues qu'il aurait avec quelqu'un qui viendrait au bistrot le taquiner ou enfin, donc c'est une succession de petits dialogues un peu étranges, mais qui sont vraiment, je suppose que si je les publiais, on penserait que c'est vraiment des documents que j'ai trouvés sur Cézanne. Et ça m'est arrivé des choses de ce genre. Quand j'ai travaillé avec les Papous, j'avais imaginé une lettre qu'aurait écrite Goya, parce qu'il avait appris que le mari de la dame dont il faisait la peinture dénudée, que son mari était dans la banlieue de Madrid. Alors ça posait un problème et il a envoyé un brouillon pour que la dame vienne en vitesse. Et en même temps, ils ont fait un brouillon d'une lettre
pour que le monsieur, le mari qui allait arriver, vienne et la lise, et la lettre était une lettre tout à fait contraire, c'est-à-dire il disait « Cher ami, je suis très heureux que vous reveniez, ça va être une période de bonheur, etc. » C'était une lettre particulièrement faucheton. Bon, alors tout ça c'était assez marrant, c'était l'émission N'est pas Papou, c'était la lettre et son brouillon. Tout ça allait bien, mais je reçois un jour un coup de fil d'un conservateur de musique, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire une publicité exagérée, qui me dit comment pouvez-vous trouver des documents d'une telle qualité? Je ne comprends pas. Vous trouvez une lettre et vous trouvez le brouillon de la lettre, ça n'existe pas. Expliquez-moi comment vous avez fait. J'étais drôlement embêté pour dire à cet homme que c'était moi qui avais bricolé ces lettres. Et voilà. C'est-à-dire, on peut être un bon faussaire, et je l'ai été. Mais ça correspond, je crois, à aucune question que vous m'ayez posée. C'est très bien comme ça, on peut continuer si vous... Alors moi j'ai une autre question. Dans Les Papous dans la tête, il y avait un exercice qui s'appelait le jeu de l'interprétation, et notamment le LSD, qui était le léger strabisme divergent ou un regard tordu sur la peinture. Et donc c'était un jeu qui consistait à réinterpréter des tableaux classiques. Donc il y en a notamment un de vous qui est très drôle, puisque c'est une réinterprétation de La naissance de Vénus de Botticelli, qui devient la recette des noix de Saint-Jacques. Oui, c'est évident. C'est évident, oui. Ou les transats d'Edward Hopper qui deviennent une course de transat avec des cyclistes sur le retour qui sont obligés de rester sur le transat parce que la drogue a été interdite, donc ils ne peuvent plus se doper. Est-ce que vous avez joué à ce jeu avec Ingres? Parce que finalement, le catalogue est assez sérieux. Donc est-ce que vous êtes passé par ce type d'exercice un petit peu humoristique ou un petit peu pour interpréter Ingres? Est-ce que vous êtes amusé avec? Au fond, je ne crois pas. Il faudra que je cherche dans mes dossiers. Par contre, vous avez oublié un que j'aimais beaucoup. C'est un... comment ça s'appelle? C'est un tombeau. C'est In Arcadia Ergo Sum, pardon. Poussin. C'est Poussin. C'est une peinture extrêmement célèbre. Si je vous la décris, il y a un énorme bloc qui est le monument, qui est présent. Il y a des hommes dénudés ou à peu près, enfin, qui sont en train d'essayer de décoder l'inscription sur ce monument. Et il y a une femme au premier plan qui a, ce qui m'a semblé, après mon interprétation, moi j'ai pensé que c'était la livraison d'une machine à laver. Et j'en ai fait la démonstration jusqu'au bout. Mais ça a intéressé. J'ai reçu des lettres de gens qui m'ont dit « c'est vrai que ça marche très bien, votre idée est excellente », des universitaires évidemment. Et j'étais très, très content de mon interprétation parce que tout y est. C'est-à-dire les gens qui ont le doigt sur le monument, je prétendais que c'était la machine à laver qui dysfonctionnait, ils étaient en train de l'installer, donc il fallait évidemment arriver à décoder ce qui se passait dans cette machine à laver qui ne marchait pas très bien. Il y avait Madame Poussin qui avait un drap sur le dos parce qu'elle attendait que la machine à laver fonctionne. Tout était très très clair. Et les hommes qui avaient livré la machine à laver, avec le doigt, ils essayaient de discuter. Ils discutaient entre eux, probablement, je ne sais pas ce qu'ils disaient. Il y en avait un qui disait « Non, tu ne devrais pas, c'est pas ça.
ça ne marchera pas comme ça, etc. C'était une discussion de gens qui livraient une machine à laver. Eh bien, ça marchait très très bien. Donc, je trouve que le système... Alors, je vais aller jusqu'au bout d'autre chose, là, qui est plus compliqué. C'est que le système qui consiste à décoder une œuvre en lui donnant un autre sens que le sens habituel qui en est donné, ça fait la critique d'une attitude que je n'aime pas. Lorsqu'on étudie la peinture, on voit ça dans les musées, des gens qui font visiter et qui vous racontent que la peinture existe simplement comme objet de narration. C'est-à-dire, on vous dit exactement, enfin, l'équivalent de ce qu'on vient de dire en parodiant les choses, évidemment, mais on vous raconte que telle personne qui est là devant, c'est la cousine de machin chose, qu'elle est habillée avec un costume qui est comme ci, comme ça. Autant de choses dont on n'a rien à faire. La peinture, c'est pas ça. C'est de la couleur, c'est des formes, c'est les difficultés à inventer un espace, à créer un espace. C'est pas un sujet de narration. La narration, ça peut s'utiliser, mais c'est tout à fait accessoire. La narration n'est pas l'objet de la peinture. Voilà, c'est ce que je pense, et c'est ce qui m'a permis de faire des interprétations sérieuses de la peinture, comme je vous l'ai décrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Pas du tout. Alors. Quand on pense au bidet, c'est fort. Oui. Quand on pense au bidet bénitier de Marcel Duchamp, Oui. et quand on pense, par exemple, à ceux qui viennent se vendre à Liverpool, c'est-à-dire le couvercle de cuvette de water d'un certain John Lennon. Quel est celui qui vaut le plus cher au point de vue vente? Et quel est le plus intéressant des deux? Ça, je ne suis pas capable de vous répondre sur le prix parce que je ne me suis pas porté acquéreur. Ça, dernièrement dans le journal, cette affaire dans son froc, c'était assez marrant. Marcel Duchamp était drôle avec son bénitier. Oui, ce sont des gens qui ont de l'humour et qui le manifestent dans des lieux qui sont des lieux consacrés. Étiez-vous au courant, là, parce que c'est vraiment assez drôle, l'histoire de... Ça s'est vendu, je crois, très très cher à Liverpool. Voilà. Oui, mais ce sont des gens qui ont un nom particulièrement apprécié. Non, c'est... Et je crois que la pièce de Marcel Duchamp, je crois qu'il est au musée d'art moderne ou au musée Pompidou. Il y en a une au musée d'art moderne. Il y a Oui. le sèche-bouteille, là. Oui, oui. Voilà. Oui, C'était oui, les deux bien objets, sûr. Oui. 1910, Enfin, ou 28, je sais plus. Oui, ça, je ne sais plus la date non plus, mais Duchamp était un homme particulièrement intéressant par son humour, probablement, par sa dérision. C'est surtout c'est une dérision de l'art, mais qui fonctionne. Étrangement, ça a créé une autre manière de voir l'art, une autre manière de faire dérailler les choses. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est pas mon truc. Moi, je fais dérailler autrement quand ça m'arrive. Pas toujours, mais enfin, ça peut m'arriver. Peut-on vous demander, monsieur, quel nom vous avez donné à votre odalisque, là, qui a l'air enceinte, en effet? C'est pas moi qui... Je suis en train de projeter ça. Oui, c'est pas moi qui pouvais lui donner un nom, parce que Ingres l'avait fait. Hein. Oui. Alors, moi, par contre, ce que j'ai trouvé dans l'autre odalisque, pas celle qui est présente là sur l'image. Celle-ci, là ? Oui, celle-ci, c'est l'odalisque que l'on voit de dos. Je sais pas, elle est projetée en même temps que... Ah oui, bon, par contre, je ne le savais pas. Moi, pour moi, ce qui m'a beaucoup frappé, mais même étonné, c'est que
cet odalisque, alors je ne sais pas si Ingres en est conscient ou pas, je pense qu'il n'en était pas conscient, le cher homme, il n'était pas aussi pervers que moi peut-être. Moi je crois que ce qui est extraordinaire dans cette toile, entre autres, par rapport à cette étendue du corps, cette extraordinaire expansion ou étendue du corps, il y a une concentration étonnante au niveau du sein. On a le sein et dessous, on a l'apparition de quelque chose qui est vraisemblablement, enfin pour moi en tout cas, un sexe féminin. Donc on a une concentration sur ce corps de choses tout à fait extraordinaires. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça n'a pas été dit dans les livres, mais enfin, bon, il faut que j'assume. Voilà. Mais ne me regardez pas comme si j'étais un monstre. Non, c'est quelque chose qui est dans l'image. Là, c'est évident, oui. N'y suis pour rien. Moi, j'ai encore une autre question. Oui, Est-ce que, parce que finalement, vous avez pas mal de textes qui ont trait à l'enfance, à l'adolescence. C'est une époque sur laquelle vous aimez bien revenir. Et donc, d'ailleurs, vous l'avez écrit dans un texte à l'adresse de Pierre Bergugno, dans lequel vous lui demandiez pourquoi vous vous étiez attaché à ce mystère de l'enfance et de l'adolescence. Donc, est-ce que vous avez d'autres textes encore ? Et surtout, quand est-ce que vous avez commencé à écrire ? Parce que finalement, on vous connaît comme auteur depuis une trentaine d'années, mais est-ce que vous avez commencé à écrire jeune ? Est-ce que la pratique de l'écriture et de la peinture était déjà là ? Parce que, bon, depuis quelques années déjà, avec les carnets, avec l'exposition, qui, il faut le dire aussi, est accompagnée de textes d'Henri Cueco dans le catalogue, qui sont des carnets de travail. Est-ce que ce rapport entre livre entre écrit et peinture, est-ce que vous l'aviez déjà dans l'enfance, dans l'adolescence ? Probablement très jeune, mais les textes que j'ai pu écrire quand j'étais jeune, ils existent. Il y en a certains, il m'est arrivé de les relire, c'est pas très bien. Donc, je crois que je n'en ferai rien. Peut-être je relirai avec un peu plus d'attention, mais je crois que c'est pas très bon. Il y a beaucoup de déchets dans l'écriture. On écrit beaucoup, enfin moi en particulier, j'écris beaucoup et je publie peu. C'est très difficile. J'ai demandé à ma secrétaire de collecter des écrits qui traînaient dans des machins, il y en a épais comme ça. Ben, moi, je n'ose pas les lire parce que j'y arriverai jamais à relire tout ça. Donc, les textes qui deviennent des livres, c'est autre chose. C'est un temps où ça devient un objet. Donc, ça aurait un rapport à la peinture dans ce sens-là. C'est un objet. Le chien boomerang, c'est un objet qui a sa qualité d'objet. Et est-ce qu'il y a encore des chiens boomerang qui se cachent dans vos archives ? Est-ce que vous avez encore des textes publiables de cette valeur, quoi ? De cette valeur, je ne sais pas. De cette teneur, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas, mais il y a des textes que je suis en train d'essayer de rassembler qui m'amusent pas mal. Je ne sais pas si je peux dire quel est le projet, mais un des projets, j'ai un bon copain qui s'appelle Claude Duneton, que vous connaissez sûrement, parce que c'est un personnage important dans la région, c'est un écrivain, c'est quelqu'un d'important qui m'a demandé d'écrire pour lui un texte. Il se trouve que Claude Duneton a acheté,
ou acquis avec des copains une librairie à Paris. Et ils éditent régulièrement une publication dans cette librairie. Et il m'a demandé de faire un texte. Bon, ben, voilà, je le fais. Pardon ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de votre éditeur, JBZ et compagnie, puisqu'il n'est pas très très connu, donc. Si, il est très connu. Il est très connu. Et pourquoi l'avoir choisi Il s'appelle Jacques Binstock. Il a été pendant longtemps l'éditeur du Seuil, de la partie Seuil Images. Les livres de jeunesse, les livres illustrés, c'est lui qui l'assumait. C'est un merveilleux éditeur. Un jour que j'étais dans le bureau, un jour où il y avait son patron du Seuil, je ne dirai pas son nom, facile à retrouver, et il s'est engueulé. Moi j'étais là, muet, j'écoutais. Et l'engueulé, c'était que le Jacques Binstock lui disait à son patron, le tutoyait, il disait, mais enfin, tu m'emmerdes. Moi, je fais des livres parce que j'aime les livres. Alors, tu peux me raconter tout ce que tu veux, je te gagne de l'argent, ne m'embête pas avec ça. Tu as l'argent. Et moi, j'ai l'amour des livres. Et moi, il m'a publié à ce moment-là des livres. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette électricité entre ces deux bons hommes et cette affirmation contre le patron de l'éditeur, de Jacques Binstock. Et Jacques Binstock, un beau jour, est parti du Seuil. Il a créé sa propre affaire. Ça a commencé à marcher très bien. Ça s'appelait Panama. C'était une très très bonne maison d'édition. Et il a dû y renoncer. Et là, il est passé chez un autre éditeur où il va rester et éditer. C'est un type formidable que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre au propre des textes et de les lui passer, s'il a envie de les éditer. Bonsoir. Monsieur Gouego, je suis par là. Qu'est-ce qui vous guide Qu'est-ce qui guide vos choix entre la littérature, la poésie et la peinture? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie, à un moment, d'écrire un poème ou un texte, ou à un autre moment de peindre ou de dessiner? Est-ce que vos intentions sont les mêmes? Est-ce que ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire ressentir est la même chose, que ce soit dans un art ou un autre? C'est pas facile de répondre à votre question parce que ça se passe pas d'une manière concertée, consciente, élaborée, etc. Ça s'élabore. C'est-à-dire, l'écriture, c'est quelquefois quelques phrases qui commencent, qui n'ont pas de forme, de sens, etc. Mais il y a un besoin qui apparaît, qui se produit, qui commence et qui va devenir quelque chose. Là, par exemple, pour le Claude Duneton, ça m'a beaucoup amusé de réveiller en quelque sorte des petits textes que j'avais envisagés sur les animaux qu'on voit dans les prés. Chez moi, dans la campagne, il y a comme ça des animaux. Et j'ai écrit des textes, donc je ne peux pas en dire la teneur, mais ça m'a beaucoup amusé d'écrire ces textes, parce que c'est un peu à la fois quelque chose qui respecterait les animaux et même manifesterait une tendresse à leur égard. Ce sont des vaches dans les prés, des moutons, et en même temps une dérision de ma propre attitude, parce que je fais comme tout le monde, la viande, je la consomme, les animaux, je les aime, je suis très ému de leur existence, de les voir dans le pré, de les voir entre eux se lécher, etc., tout ce qui peut se produire, mais en même temps, je suis comme la plupart des humains
pas très honnête avec l'alimentation. Alors, j'ai pas répondu, je crois. Oui, pas tout à fait, mais je vais rebondir sur autre chose, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec la littérature? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec une peinture, un dessin? Est-ce que, par exemple, vous parliez de ces bêtes autour de vous? Est-ce que vous préférez les transcrire par la peinture ou est-ce que c'est par la littérature? Qu'est-ce que vous pourriez faire ou ne pas faire avec l'un ou l'autre des arts? Je crois pas qu'il y ait que ça se pose comme ça. Je sais pas très bien. Si c'est de l'écriture, c'est vrai que les dérives de l'écriture, qui sont souvent des dérives par l'humour, c'est un énoncé. Donc un énoncé, on le maîtrise, on a une culture, on sait faire, etc. L'usage de la peinture qui aurait le même objet, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas. Donc peut-être, j'ai encore pas approfondi ça, mais il y a peut-être une manière de travailler une chose qui me protège de l'autre, puisque ça ne communique pas trop. Donc je ne sais pas bien. Je peux avoir une attitude de dérision à l'égard de la peinture ou ce que j'y fais, ça c'est possible. Dans l'écriture, je peux m'amuser à ça, mais c'est pas mon problème profondément. J'ai jamais trop pensé à ça. Alors, il y a un petit texte que vous avez publié pardon, il y a une dizaine d'années, c'est La Petite Peinture, dans lequel vous décrivez ce que vous avez théorisé, entre guillemets, comme la petite peinture. Et j'ai retrouvé un petit peu la définition qui pourrait finalement s'appliquer pas mal à votre écriture. Je trouve qu'on pourrait parler aussi de petite écriture sans que ça soit péjoratif, parce que vous dites la petite peinture est une démarche simple et prétendue fondamentale par rapport à la peinture. Elle consiste en croyant au caractère fondateur du regard sur la nature et les choses, à les peindre obstinément, avec gentillesse et férocité. Et je trouve qu'avec obstinément, avec gentillesse et férocité, ça définit un petit peu votre style, au-delà des moyens de l'exprimer, que ce soit en écriture ou avec le pinceau. Je trouve que là, il y a vraiment une définition qui recoupe un petit peu les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Alors, sur la petite peinture, c'est bien de relancer ça parce que c'est un moment de ma vie où j'avais eu des problèmes de santé, où je n'arrivais pas à travailler vraiment. Et puis je suis revenu à la campagne, en Corrèze, et je commençais à me dire je ne vais pas passer mon temps à attendre que l'envie de peindre me revienne, que c'est complètement stupide. Et je me suis mis au travail avec une toute petite toile. Et là, je me suis fixé une règle du jeu un peu étrange, que j'ai utilisée par la suite pour autre chose. C'est-à-dire, c'est une toile écrue qui absorbe tout ce qui est liquide est absorbé. Il faut peindre 6 ou 7 fois la toile pour qu'elle commence à émerger et à exister. Mais je m'étais donné comme règle du jeu de ne pas remplir la totalité de la toile. Alors comme c'était une petite toile, grande comme ça, je me disais, il faut que les gens pensent qu'elle est quand même très grande puisqu'on n'arrive pas à la remplir. J'avais eu cette attitude avec un décor théâtre dans ma vie. C'était une scène extrêmement petite et j'avais fait un décor encore plus petit dedans, ce qui donnait l'impression que la scène était grande. C'est la même chose avec cette peinture. Alors j'ai fait une série assez conséquente de ces petites peintures en me donnant, et en poursuivant cette règle du jeu, et en même temps en me donnant une autre règle du jeu plus difficile à expliquer peut-être, mais que ça ne soit pas du trompe-l'œil, que ce ne soit pas une manière d'exhiber un savoir-faire dans la peinture. C'est des choses extrêmement simples, extrêmement peu
peu engageantes, enfin, je veux dire des petites choses, vraiment. Et j'ai travaillé énormément de temps avec cette idée que la discrétion du travail, le fait de travailler comme ça, petit, de ne pas mettre en évidence la performance par rapport à la nature, que c'était important. Et donc j'ai travaillé comme ça pendant pas mal de temps et ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Alors je ne sais pas en dire plus, mais j'ai écrit aussi un texte là-dessus pour faire l'éloge d'une peinture modeste, d'une peinture en retrait par rapport à l'exhibition qu'on peut faire avec le travail de peintre. Et ça m'a beaucoup intéressé. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire par rapport. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Oui. Mais il y a des nuages dans la petite peinture. Alors, dans les nuages, enfin, moi, je pourrais toujours tout vous raconter, mais peut-être à un moment où je commencerai à vous voir quitter la salle, je comprendrai que j'ai un peu abusé. Les nuages, ce qui était intéressant, c'était qu'il y ait des parties de la toile qui ne soient pas touchées. Et ces parties de la toile est crue, toujours la même toile, comme ça, elle devait devenir la partie sombre du nuage. Donc c'était presque impossible à faire, mais c'était très amusant. Donc il y avait le ciel, le blanc de la lumière qui éclaire toujours les nuages sur le bord, et puis cette tache qui est la toile elle-même, qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut essayer d'intégrer, etc. Voilà, c'était ça, une règle du jeu sur les nuages, qui était une règle du jeu pas si facile. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous mettez en valeur des choses plus que simples, que l'homme de la rue ne verra jamais. Cailloux, à un brin d'herbe, à une feuille morte, et vous l'embellissez, vous en faites une œuvre remarquable. C'est ça que Je sais pas. que tout le monde admire, je pense, et moi particulièrement, j'adore ça. On peut dire des choses aussi. Ben, vous savez, si on commence à regarder les choses, on y voit des choses. J'ai dessiné et peint des gravillons. C'est un joli mot en plus, parce qu'il y a le mot grave dedans, mais enfin, des gravillons. Et je me suis rendu compte de cette chose absolument simplette, mais que personne ne voit, c'est qu'il n'y en a pas deux de pareils. C'est que c'est un assemblage. Vous sortez 50 ou 100 gravillons, il n'y en a pas deux de pareils. C'est quand même incroyable. Pourquoi il n'y a pas deux gravillons semblables, alors qu'on est persuadé que tous les gravillons sont semblables? Eh bien non, il n'y en a pas deux de semblables. Voilà comment est la nature, monsieur. Mais c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas sûr. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça que tu veux dire, parce que je le tutoie d'habitude, ce jeune homme. Bon, eh ben s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va clore ici cette rencontre. Donc, merci beaucoup, Enrico Eco, d'être venu passer cette heure avec nous, avec le public de la BFM. Et puis, au niveau de la bibliothèque, donc, on a mis une sélection de vos ouvrages donc en exposition dans le Jardin d'hiver et au Pôle Limousin, et notamment des livres d'artistes, des livres de bibliophilie que vous avez pu faire. Et puis vous pouvez retrouver sinon ici quelques livres qui sont à vendre. On a aussi fait une petite bibliographie sélective de ce que vous pouviez trouver à la BFM d'Enrico Eco, et je crois qu'on n'est pas loin d'avoir l'œuvre complète.
Voilà, et puis je crois qu'on peut aussi commencer des séances de dédicaces pour les personnes qui voudraient dédicacer les ouvrages. Voilà. Merci encore Henri Cueco. Mais c'était très amusant. Donc il y avait le ciel, le blanc de la lumière qui éclaire toujours les nuages sur le bord, et puis cette tache qui est la toile elle-même qu'il ne faut pas toucher, ou qu'il faut essayer d'intégrer, etc. Voilà, c'était ça, une règle du jeu sur les nuages, qui était une règle du jeu pas si facile. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous mettez en valeur des choses plus que simples que l'homme de la rue ne verra jamais. Caillou à un brin d'herbe, à une feuille morte, et vous l'embellissez, vous en faites une œuvre remarquable. C'est ça que Je sais pas. que tout le monde admire, je pense, et moi particulièrement, j'adore ça. C'est bon d'embellir des choses aussi. Ben, vous savez, si on commence à regarder les choses, on y voit des choses. J'ai dessiné et peint des gravillons. C'est un joli mot en plus, parce qu'il y a le mot grave dedans, mais enfin, des gravillons. Et je me suis rendu compte de cette chose absolument simplette, mais que personne ne voit, c'est qu'il n'y en a pas deux de pareils. C'est que c'est un assemblage. Vous sortez 50 ou 100 gravillons, il n'y en a pas deux de pareils. C'est quand même incroyable. Pourquoi il n'y a pas deux gravillons semblables, alors qu'on est persuadé que tous les gravillons sont semblables? Eh bien non, il n'y en a pas deux de semblables. Voilà comment est la nature, monsieur. Mais c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas sûr. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça que tu veux dire, parce que je le tutoie d'habitude, ce jeune homme. Bon, ben s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va clore ici cette rencontre. Donc, merci beaucoup Henri Cueco d'être venu passer cette heure avec nous, avec le public de la BFM. Et puis, au niveau de la bibliothèque, donc on a mis une sélection de vos ouvrages donc en exposition dans le Jardin d'hiver et au Pôle Limousin, et notamment des livres d'artistes, des livres de bibliophilie que vous avez pu faire. Et puis vous pouvez retrouver sinon ici quelques livres qui sont à vendre. On a aussi fait une petite bibliographie sélective de ce que vous pouviez trouver à la BFM d'Henri Cueco, et je crois qu'on n'est pas loin d'avoir l'œuvre complète. Voilà, et puis je crois qu'on peut aussi commencer des séances de dédicaces pour les personnes qui voudraient dédicacer les ouvrages. Voilà. Merci encore Henri Cueco.